Bienvenue à vos différentes chaînes de télévision, businessactuality.com et puis notre chaîne Diaspora TV. Vous savez, le bonheur n'arrive jamais seul. Aujourd'hui, c'est jeudi 23 mai. Ce jeudi, le PDCI et le FPI se sont retrouvés à Yamoussoukro, à Daoukro, pour signer un accord de principe pour une plateforme en vue de mener un combat pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Comme nous ne sommes pas à Daoukro, nous venons de rencontrer un des leaders politiques ivoiriens, la personne de Jean Baïnok, le président fondateur du CRI, avec qui nous allons nous entretenir sur d'éventuelles actualités sociopolitiques de la Côte d'Ivoire. Monsieur Noc, bonjour. Bonjour Joël. Bonne arrivée. Merci. Le PDCI et le FPI viennent de signer un préambule à Daoukro. Ben, en tant que leader politique, comment vous accueillez la nouvelle? Je voudrais vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez de me prononcer sur cet accord. Il faut vous dire que je suis ému. Je suis tellement ému que les mots me manquent à qualifier cet accord. Vous êtes heureux? Très heureux. Très heureux. Vous l'attendiez depuis alors? Je l'attendais depuis longtemps. Si vous avez bien connaissance, au cours de la dernière conférence de presse que j'ai animée à Abidjan, j'ai dit que notre parti allait se résoudre à participer à une plateforme que lorsque Laurent Gbagbo se sera décidé à aller véritablement à une plateforme avec Henri Konan Bédié. Cela vient d'arriver. Nous ne pouvons qu'être émus. Émus et véritablement dépassé, content, et comme je le disais, les mots me manquent à les qualifier. Mais pourquoi? À les qualifier, à qualifier Laurent Gbagbo et à qualifier Henri Konan Bédié. Oui, c'est 10 fils de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui, fondamentalement, viennent de prendre une décision historique. Historique pour sortir notre pays de l'ornière. Il faut vous dire que nous, en notre qualité de président des partis politiques, nous avons deux casquettes. Nous avons la casquette de président des partis politiques en Côte d'Ivoire, mais nous sommes opérateurs économiques, donc chef d'entreprise, fondateur de deux entreprises qui fonctionnent régulièrement à Abidjan. Et donc, nous avons la situation sociale, économique de notre pays entre nos mains, sous nos yeux. Nous savons constamment comment la Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, fonctionne aujourd'hui. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, devant tous ces prêts consacrés par la Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens continuent à broyer du noir. Alors vous voulez dire que, ça dit que les appels d'offres, vous ne participez pas aux appels d'offres? Comment ça se passe? Vous ne pouvez pas gagner d'appels d'offres crédibles si vous êtes bas. Si vous êtes gay, si vous êtes tapé, si vous êtes quadio, vous êtes acquis, ce n'est pas possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est encore là-bas aussi le rattrapage ethnique? Oui, le rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire est une réalité et l'on a comme l'impression en Côte d'Ivoire qu'être ivoirien est une malédiction. Un délit. Est une malédiction en Côte d'Ivoire. Parce que véritablement, nous sommes dépassés de voir parfois que des marchés qui devaient être dévolus aux Ivoiriens sont attribués à des gens, à des Burkinabés. Des Burkinabés qui n'ont forcément pas d'expérience au-delà de celle que nous avons en Côte d'Ivoire. Alors, je veux vous dire que cet accord est tellement salvateur. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de... Vous avez vécu quoi exactement? Donnez-moi un exemple. Pour élucider, pour éclairer la lanterne. Je vais vous dire que mon entreprise est une entreprise de construction. Nous avons du matériel, des équipements qualifiés pour construire des maisons, pour construire des immeubles en Côte d'Ivoire. Mais nous n'avons jamais, malgré toutes les soumissions que nous avons faites, aux appels d'offres, nous n'avons jamais gagné d'appel d'offres. Mais par contre, des entreprises qui sont moins nanties que nous, moins expérimentées que nous, ont des marchés de milliards. Je vous donne des exemples à Abidjan. Je ne veux pas citer des noms, mais j'ai les preuves pour citer les noms, le moment venu. Des personnes, par exemple, sont dans leur maison assises. Parce que simplement, ils ont des liens avec, par exemple, le DG du fer,
avant, avec le DG de Ageroute, ils ont des marchés de milliards entre les mains dans les maisons. Ils n'ont aucun sou pour les traiter. Et ces gens vous appellent parfois pour vous dire, bon écoutez, voilà j'ai un contrat de 2-3 milliards, est-ce que vous pouvez me donner 50 millions tout de suite ou bien 100 millions tout de suite? Je vous donne le contrat quand vous commencez à le traiter et puis vous allez me payer 200 millions, 300 millions. Mais ce contrat-là, en réalité, vous pouvez le mettre en œuvre avec 200 millions. Le reste des milliards, des millions, ça nous revient. Il va falloir en donner au DG. Ça se passe, si on me demande aujourd'hui devant le tribunal d'aller apporter les preuves, je les apporterai. C'est comme ça que fonctionnent les choses à Abidjan. Des gens dans les maisons, qui sont colonels à la retraite, qui sont administrateurs à la retraite, sont dans les maisons et ils ont des marchés de l'État entre les mains qui ne peuvent pas traiter. Ils pillent des gens, ils essaient de cumer les gens. Et c'est comme ça que ça fonctionne à Abidjan. Donc comme je vous disais, nous avons deux casquettes. Une casquette d'opérateur économique, une casquette d'homme politique. Nous étions en train de voir, de notre expérience, la Côte d'Ivoire échapper définitivement aux Ivoiriens. Alors, échapper aux Ivoiriens. Et là, je vous en prie, puisque vous êtes leader politique. Je le dénonce tous les jours. Oui, c'est moi qui ai parlé tout le temps de repeuplement, de politique de repeuplement d'Alassane Ouattara. Je l'ai vu venir depuis 2012 et j'en parlais. La première décision qu'Alassane Ouattara a prise, dès qu'il a été fait président de la République par sa communauté internationale, c'est d'interdire à nos forces de l'ordre de mettre des barrages depuis les frontières du Burkina jusqu'à Abidjan, jusqu'à dans le Guémon. Il a exigé, la première décision, le premier décret qu'il a pris, c'est de lever, de laisser la libre circulation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'était la première mesure qu'il a prise. Et depuis lors, les Burkinabés affluaient chaque jeudi. Il y avait une dizaine de cas qui venaient déverser des Burkinabés à l'ouest dans le Mont Péco. Depuis sa prise de pouvoir jusqu'à aujourd'hui, cela a été ainsi en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire pour décrire tout ça. Mais nous le décrions, mais nous le disons. Oui, mais il faut pas ignorer qu'en Côte d'Ivoire... Non, au sein même de l'opposition, vous êtes acheté. Aujourd'hui, vous êtes devant l'argent, vous semblez. Il ne faut pas ignorer que la politique en Côte d'Ivoire, la communication en Côte d'Ivoire a un prix. Alors, quand on vous a dépouillé, parce que vous avez fait des travaux de l'État, que vous n'avez pas été payé, et que vous devez communiquer, vous communiquez à quel moyen? Vous allez prendre 2-3 journaux, vous allez passer 2 informations, mais les gens ne les prennent pas. Mais sinon, allez-y sur Google, tapez toutes nos déclarations depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que ce que nous sommes en train de le dire, nous continuons à le dénoncer depuis très longtemps. Et nous sommes très cohérents là-dessus. Est-ce que monsieur, le système ne vous a pas approché, par exemple, vous, de vous proposer de rentrer au RHDP pour qu'on vous donne des marchés? Mais bien entendu. Et pourquoi vous n'y êtes pas allé? Oui, mais je ne peux pas y aller. Parce que c'est pas gros. C'est pas gros ce qu'on vous a proposé alors? Oui, mais écoutez, moi je suis ouais. Je suis ouais. J'ai un peuple qui a subi un génocide. Que je continue à revendiquer. Anne Mouloto ne le reconnaît pas. Hein? Oui, Anne Mouloto est achetée. C'est une vendue, une fille perdue. Je le dis, je le répète. Anne Mouloto doit être bannie de chez nous. La seule chose qui fait aujourd'hui que Anne Mouloto peut encore aller s'asseoir et se pavaner dans le cavalier, c'est le seul fait qu'elle a au pouvoir un Draman qui tient des armes avec son Losoni Fofana et qui détruisent l'Ouest. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire est muselé. Voilà la réalité. Le peuple de Côte d'Ivoire est muselé. Mais si demain Ouattara n'est pas là, Anne Mouloto ne mettra plus ses pieds dans le Guémon, ni dans le cavalier. Parce qu'elle sait de quoi il s'agit. Anne Mouloto n'est pas la seule. Oui, mais tous ceux qui l'ont accompagné. Oui, mais les Mabri Toakeuse, les consorts, c'était ceux qui l'ont accompagné. Méambli, pour parler de Méambli récemment. Tous ceux qui l'ont accompagné, tous ceux qui se reconnaissent. Mais moi, il y a un fait. Il y a un fait que, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas. Quand Anne Mouloto a appelé les cadres de l'Ouest à venir la soutenir à l'hôtel du disciple d'Abidjan, je n'ai pas vu Méambli. Ce que j'ai vu là-bas, comme élu, je les ai traités de moutons. Et je continue à les traiter de moutons. Pour moi, un leader, quand on vous a désigné pour représenter votre peuple, vous devez être digne. Vous devez porter le combat et la lutte de votre peuple. Vous devez revendiquer ce qui relève des intérêts de votre peuple. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous êtes un vendu, vous n'êtes qu'un mouton, vous êtes quelqu'un, un piètre citoyen
qui lutte pour son ventre. Et vous ne pouvez rien devenir. Et toutes ces choses-là sont consacrées aujourd'hui parce que Ouattara est au pouvoir. Puisqu'il fait la promotion là, de la nullité. De la nullité. La preuve, vous la voyez. Combien de fois Aoussou Jano ne s'est-il pas battu pour que l'on puisse rester dans un processus démocratique? Mais on dit tant que tu n'es pas venu au RHDP, tu déblaies le tabouret. Mais il y a des gens sur la terre qui n'ont pas ce courage, qui n'ont pas le courage de prendre leur destin en main, qui n'ont pas le courage de rentrer dans l'histoire. C'est ça. C'est ça. Et tous ces gens se dévoilent quand en face il y a un tyran de la trompe de M. Ouattara. Donc je salue vraiment cet accord qui vient d'être signé à Daoukro. Je voudrais ici féliciter solennellement le président Henri Konan Bédié, qui a fait usage d'une très grande clairvoyance pour la Côte d'Ivoire. Il a su sortir de ce RHDP, de ce fétichisme de RHDP qui était en train de détruire, de cuber, de détruire la Côte d'Ivoire. Attends. Je voudrais ici féliciter son Excellence le président Laurent Gbagbo. Oui, cet homme est réellement un grand homme. Jusqu'à preuve du contraire, je me demandais si Laurent Gbagbo avait vraiment la capacité de se surpasser au nom de la Côte d'Ivoire. Au nom de la Côte d'Ivoire. Il vient de le faire. Il vient de faire preuve de cela. Je l'en félicite. Mais ce que je voudrais dire, c'est d'appeler tous mes concitoyens, tous les Ivoiriens. Ici, il ne s'agit pas de partis politiques. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Si les gens vous traînent des billets de banque pour vous dire, voici des billets de banque, c'est parce qu'ils savent qu'ils pillent votre pays. Ils savent qu'ils détruisent l'avenir de vos enfants. Ils savent qu'ils ont vendu votre pays. Et c'est ce qu'ils tirent, des ressources qu'ils tirent, des crimes qu'ils viennent vous partager pour vous réduire au silence. C'est pour cela que je voudrais profiter de votre micro pour appeler tous les Ivoiriens de tous les bords politiques. Il y en a déjà des Ivoiriens qui sont au RDR. Il y a des Ivoiriens qui sont au RHDP. Oui, ils sont nombreux qui sont au RHDP. Qui me parlent tous les jours. Qui me disent, ah, Yo, on est là parce que si on n'y va pas, les gens ne vont pas financer ceci, ils ne vont pas financer cela. Laissez tout ça, chers Ivoiriens. Aujourd'hui, l'heure a sonné. Nos grands leaders, nos grands-fils, les grands-fils de ce pays viennent nous donner l'exemple de l'unité, de la dignité et de la souveraineté. Il faudrait que nous nous levons tous et que nous fassions ciel cet accord qui vient de signer pour lui donner une chance de survie. Parce que c'est la survie de cet accord qui garantira de meilleurs lendemains pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est pour cela que j'invite tous les partis politiques, tous les groupements associatifs de la Côte d'Ivoire à faire sien cet accord, afin que nous puissions nous rassembler autour de nos dignes leaders afin de donner une chance de renaissance à notre pays. Merci beaucoup. Bon, alors, depuis un certain moment, l'école ivoirienne, ça ne va pas, l'école est dans la rue, vous êtes un parti politique. Comment vous vivez cette situation de cette école ivoirienne malade de la tête jusqu'au pied? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire, avant de parler là-dessus, je vais vous dire comment fonctionne l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez un chef d'État élu depuis près de 10 ans aujourd'hui, selon lui. Parce que moi, je continue à le dire, l'élection de Ouattara en 2010, là, je ne la crois pas. Parce que j'estime que le contentieux électoral qui avait cours en 2010 n'a jamais été levé. Mieux, le Conseil constitutionnel, en faisant prêter serment à Ouattara, ne s'est jamais dédié. Et je peux le démontrer. Alors, pour vous dire que vous avez un chef d'État qui a été imposé, selon lui-même, par la communauté internationale, à un pays qui a élu un autre personnage à la tête de ce pays-là. Et qui a pour habitude que de marginaliser ce peuple dont il dit défendre. En réalité, Ouattara parle des peuples parce qu'il faut parler des peuples. Mais nous, moi, Baïnok, je le dis et je suis convaincu aujourd'hui que Ouattara est le chef d'une mafia internationale en Côte d'Ivoire. C'est la mafia internationale qui a placé Ouattara là pour ses intérêts. D'ailleurs, c'est pour cela que tout ce qu'il fait, aucune ONG internationale ne condamne, ne s'implique véritablement. Et aujourd'hui, il fait ce qu'il a envie de faire. Il nargue tous les Ivoiriens, il fait ce qu'il veut. Un chef d'État
depuis qu'il est élu, il n'a jamais rencontré son opposition. Depuis qu'il fait 2 mandats, il n'a jamais rencontré son opposition. Mais est-ce qu'elle existe cette opposition? Oui, l'opposition existe. Elle est où? Quand nous avons créé... C'est maintenant que l'opposition... Cette opposition va s'organiser. L'opposition existe en Côte d'Ivoire. L'opposition a existé en Côte d'Ivoire. C'est vrai que Ouattara s'est attelé à un moment donné à la diviser, mais quoi qu'elle soit divisée, elle existe. Elle existe. Mais elle n'a jamais pris position. Oui, si, les gens, on a pris position. L'opposition a pris position, comme je vous le dis, on prend position. Peut-être que nous ne communiquons pas comme cela se doit, mais c'est ce que je vous ai expliqué, la communication en Côte d'Ivoire a un coût. Et même dans le monde, la communication a un coût. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez tous ces médias occidentaux qui hier, ici, quand une mouche sortait en Côte d'Ivoire, le divulguaient partout dans le monde entier, et aujourd'hui silencieuse en Côte d'Ivoire. France 24, RFI ne parle plus de rien. Ouattara, président de la République, on ne parle plus de l'affaire Kéfer. Pourtant, on n'a jamais retrouvé encore le corps de Kéfer. Ouattara, président de la République, aujourd'hui, on ne parle plus d'escadron de la mort, on ne parle plus de la mort de Yves Lambert, on ne parle plus de la mort de ceci et de cela. Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas aujourd'hui de la démocratie qui est bâillonnée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Ouattara est le chef d'une mafia qui nargue toute l'opposition, qui nargue tous les citoyens ivoiriens, et tous les jours. Donc, partant de ce fait-là, vous comprenez aisément que quand on parle de l'école en crise, mais ça ne lui dit rien. Il a quel enfant, quel petit enfant qui est habitant, qui est à l'école, dans quelle école? Qu'on nous le dise. Voilà quelqu'un qui ne connaît même pas la Côte d'Ivoire, qu'on est venu implanter, imposer à la tête de la Côte d'Ivoire, qui est venu saboter les Ivoiriens, qui vient remplacer les Ivoiriens, les faire tuer par la faim, par les armes, par la prison, et repeupler le pays par ses compatriotes burkinabés. Mais ce monsieur est en guerre contre la Côte d'Ivoire. La réalité est là. Moi je le dis, j'ai fait des analyses récemment et j'ai trouvé que il faudrait que au niveau de la Charte des Nations Unies, les gens revoient la manière dont les Nations Unies doivent fonctionner. Parce que c'est trop facile de faire des guerres à des États, d'envahir, sinon d'envahir des pays à travers des stratégies électorales. C'est-à-dire quoi? C'est une autre forme de colonisation. Une autre forme pas de colonisation, de conquête. De conquête. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne permet pas aux pays, à des États tiers de prendre des armes et de conquérir d'autres États. Mais la stratégie consiste simplement, si on a besoin de conquérir ton pays, bon, on prend un étranger qui n'est pas de ton pays, on lui donne les moyens, on crée des conditions de ta déstabilisation, on te déstabilise, et puis on t'enlève là et on met l'étranger là, et lui il vend le pays aisément comme Ouattara est en train de le faire. Donc c'est un prédateur économique alors? C'est un prédateur économique. C'est un prédateur économique. Alors, Monsieur le Président, les mots sont très forts, nous vous en remercions. Ce que nous voudrions vous faire remarquer, depuis un certain moment, il y a des ministres qui viennent sur le plateau des télévisions ivoiriennes et qui sortent de langage décousu complètement de tout sens, avec des fautes grammaticales impensables et impossibles. Pour être ministre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un intellectuel. On n'a pas besoin d'avoir du savoir dans n'importe quel domaine que ce soit. Il faut simplement être RHDP, selon Ouattara. Il faut seulement faire les éloges de Ouattara. Il faut seulement dire que Ouattara et sa femme Dominique sont Dieu et que sur la terre, à part Dieu, ce sont eux qui gouvernent. C'est tout. Quand vous l'avez dit, vous êtes soit ministre, vous êtes soit DG, vous êtes soit PCA ou bien PDG. C'est comme ça la Côte d'Ivoire fonctionne depuis près de 10 ans. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a plus de règles de fonctionnement. Ouattara ne connaît pas la constitution, Ouattara ne connaît pas les lois, Ouattara ne connaît rien, il dit que c'est lui qui est la loi. Il dit que c'est lui qui est la loi, il y a des ministres qui disent qu'ils sont la loi. Donc, voilà comment la Côte d'Ivoire fonctionne. Elle fonctionne sur la Côte d'Ivoire marche sur sa tête, avec Ouattara. Donc, ce sont les réalités quotidiennes que nous vivons. Un volcan endormi sur lequel vous êtes posé. Voilà. Alors, il y a eu des troubles morts d'hommes à Béoumi, à Kokumbo, des marches sont réprimées. Vous êtes ici sans doute au moment où tout se passait à Sipirou, à Béoumi, à Bongrou, à Tekoubé. Quel est votre avis? Que ressentez-vous? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous ne condamnez pas? Ce qui arrive? Nous avons fait un poste. Nous avons fait un poste et nous avons rédigé un communiqué
pour condamner fermement ce qui s'est passé à Béoumi, à Sipilou, à Kokumbo, et etc. Nous avons rappelé dans ce poste combien ces événements se passent à l'ouest. C'est aujourd'hui que certaines régions commencent à expérimenter cela. Moi, je vais vous dire une chose. À chaque Ivoirien de s'interroger à savoir qu'est-ce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, en réalité. Voilà un pays qui a accueilli des halogènes sur son sol, des gens qui ont accueilli des halogènes sur leur sol. Et chaque matin, qui se voient agressés par ces halogènes. Et le discours est le même. Les dirigeants disent, non, il faut qu'on dialogue. Quel genre de dialogue? Quel dialogue peut-on faire avec quelqu'un qu'on a accueilli et qui agresse ses bienfaiteurs? Et qui est armé. Et qui est armé. Tandis que son bienfaiteur, celui qui l'a accueilli, n'est pas armé. La problématique de la crise en Côte d'Ivoire, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que M. Ouattara a armé des halogènes. Des étrangers, il faut des étrangers, et en majorité des Burkinabés. Et des Maliens aussi. Et des Maliens qui sont pratiquement dans tous les pays et dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, et qui sont prêts, qui sont armés, qu'ils ont armé sciemment, et pour attaquer les Ivoiriens. Je vous dis, la politique de Ouattara, je l'ai suivie. C'est en 2020 qu'on va voir la vérité. Ouattara aujourd'hui a armé des gens. Je vais vous dire une chose, depuis près de 10 ans que Ouattara est au pouvoir, vous allez à Abidjan, je vais vous montrer encore des points où les FRCI de Ouattara ont encore des bases. Dans Abidjan, ils sont dans les villas d'autrui et ils tiennent des armes, ils ont des compagnies, ils rendent hommage au drapeau, ils sont sous le drapeau les matins, etc. Comme si c'était des militaires. Mais ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas dans le fichier militaire, ce sont des miliciens. Ça se passe à Abidjan. France 24, s'ils veulent le savoir, je suis prêt à leur montrer chaque endroit. Si LFI veut le savoir, ce sont des bastions. Toutes ces choses ont été faites parce que Ouattara et ses SMI veulent mater l'opposition. Ils ont réduit les Ivoiriens au silence. Ils ont contraint les Ivoiriens au silence. On le voit, chaque jour, ils s'activent à cela. Donc, c'est la suite logique de ce qu'ils ont préparé qui continue. L'objectif, c'est quoi? C'est que quand des halogènes peuvent vous faire fuir dans votre propre village, quand il y a une crise, que des autochtones peuvent se rassembler dans une école, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces halogènes-là qui viennent prendre possession de vos maisons, de vos champs, de vos campements après. C'est ce qui s'est passé à Diopé, c'est ce qui s'est passé à Diblois, tout le peu chez Angoto, et ça continue à se passer aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train de se passer à Béoumi, à Kokumbo et ailleurs. Si nous n'y prenons garde, c'est pour cela que chaque jour j'appelais à l'unité des Ivoiriens. Oui, il faut que nous nous unissions pour que nous puissions véritablement exiger qu'un étranger qui tient une arme pour agresser un Ivoirien soit expulsé chez lui. Qu'il soit expulsé chez lui. Donc, il y a des pays où il y a des Ivoiriens, mais les Ivoiriens ne se comportent pas comme ça. Absolument. On est au Sénégal, on est au Burkina, mais jamais un Ivoirien ne peut attaquer une communauté burkinabé, parce que simplement, quelqu'un l'a offensé. Quand quelqu'un vous offense, vous êtes dans un pays, ben vous allez vous adresser à la loi. Où sommes-nous? Bien entendu, c'est parce que les gens ont dit que la Côte d'Ivoire, Ouattara lui-même le dit tous les jours, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Mais soyons sérieux. Il y avait le Burkina, il y avait la Côte d'Ivoire. On n'avait pas quand on savait bien que ce pays-là était un même pays avant, mais on n'avait empêché personne au moment de la délimitation des frontières de rester quelque part ou ailleurs. Il faut que ce soit correct. Et il faut que le gouvernement mette en place une politique d'immigration. Si vraiment, tel est qu'on doit protéger. Parce que je profite finir là-dessus, je vais vous dire une chose. Les États, aucun État au monde ne milite pour la communauté étrangère. Chaque État milite pour ses concitoyens. Le président français travaille pour ses concitoyens français. Absolument. Le président burkinabé travaille pour ses concitoyens burkinabés. Le président italien travaille pour ses concitoyens italiens. Alors, quel est ce président en Côte d'Ivoire qui travaille que pour les étrangers et qui marginalise la communauté autochtone et qui est vraiment? C'est de cela qu'il s'agit. Et nous devons nous unir pour faire front contre ça. Alors quand je vous écoute, il y a danger en 2020 si vous acceptez que Ouattara organise les élections en Côte d'Ivoire. Il ne doit pas organiser les élections. Ouattara doit partir de gré ou de force. Ouattara doit partir
soit la population, les Ivoiriens le contraignent à partir, ou alors quelqu'un d'autre doit organiser les élections. On ne peut pas. Il dit qu'il ne veut pas la réforme de la CEI. Oui, mais il ne veut pas de la réforme de la CEI, mais il fallait s'y attendre. Ouattara est un putschiste qui est venu là. Quelqu'un qui, vous connaissez un chef d'État au monde, vous pouvez me donner. Il y a eu des guerres avant que Ouattara ne vienne. Il y a eu des guerres dans le monde. Vous pouvez me dire le nom d'un chef d'État qui entend des guerres au moment où des gens cherchent des médicaments, sollicitent des médicaments de partout le monde, qui interdit que des médicaments rentrent chez lui. Qui bloque même les comptes des gens. Qui bloque les comptes des gens. Vous avez vu ça au monde? Il y a des prisonniers, vous avez 8 ans, 10 ans, ils ne sont même pas jugés. Voilà. Donc c'est un monsieur comme ça qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, un sanguinaire, un tortionnaire, un dictateur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, il faut que les Ivoiriens se lèvent pour le faire partie de là. Il n'ira jamais de lui-même. Et s'il devait partir un jour, il va chercher à nous imposer quelqu'un de son choix qui va encore venir et perpétuer lui sa sale politique qu'il est en train de faire. Donc, on n'a pas le choix. Nous devons braver la peur pour essayer de chasser Ouattara du pouvoir. C'est cette mission que chaque Ivoirien doit voir s'assigner aujourd'hui. La vraie réconciliation passe par le départ de Ouattara du pouvoir. Depuis Oufoué-Boigny, jusqu'à Guy Robert le militaire, on n'a jamais vu la gouvernance que Ouattara impose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La méchanceté, la haine, la propension de la haine, le mensonge érigé en mode de gouvernance. On n'a jamais vu ça. Ce type-là, il est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Il faut le savoir, il faut que les Ivoiriens le savent. Et il faut qu'on le combatte et qu'on le traite comme tel. Votre mot de fin, monsieur le président. Mon mot de fin. Vous êtes tellement en colère qu'on va vous demander de lancer un appel, si vous voulez. Mon mot de fin est simple. Je suis ému de cet accord qui vient d'être signé. La Côte d'Ivoire n'avait que 2 leaders aujourd'hui, qui sont pour les Ivoiriens, qui sont pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose, mon parti est un parti internationaliste. Donc pour vous dire que je ne suis pas un nationaliste béat, mais je suis internationaliste, mais un internationalisme qui avant tout revendique les intérêts de son pays et voudrait que son pays soit considéré comme tel au plan international. Donc je voudrais ici et là dire merci encore à Laurent Gbagbo, à son aîné, le président Henri Konan Bédié, pour la grandeur d'esprit, pour la clairvoyance dont il vient de faire preuve en signant cet accord, en se rapprochant. Leur rapprochement va d'autant plus rapprocher tous les Ivoiriens, de tous bords politiques. Aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants qui est en jeu. Accepterions-nous que dans notre propre pays, nos enfants croisent les doigts, sans terre, sans maison, sans village, et qu'ils vivent comme des apatrides dans leur propre pays? Si tu es ivoirien, quel que soit ton bord, tu peux aller pour courir pour de l'argent, tu peux aller courir pour quoi que ce soit, mais à partir d'aujourd'hui, à partir de cet accord dont Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié viennent de nous donner l'exemple, il faut te ressaisir. Reviens à ton pays, la Côte d'Ivoire. Reviens à la Côte d'Ivoire entière et faisons sienne cet accord afin que véritablement nous puissions nous en approprier et lui donner tout le sens qu'il mérite. Cet accord doit être un succès. Et c'est du succès de cet accord que dépendra notre avenir et l'avenir de notre pays. Je vous remercie. C'est le premier leader politique que nous rencontrons à la suite de cet accord symbolique, historique que M. Gbagbo, le président Gbagbo et le président Bédié, à travers leurs 2 délégations, viennent de signer à Daoukro. C'est du concret. Vous venez d'entendre M. Baïnok, président fondateur du CRI. Le Congrès pour la Renaissance ivoirienne, il a beaucoup, c'est un nationaliste. Quand je l'écoute, il a un amour fou pour son pays et pour rien au monde. À l'écouter, il n'acceptera jamais une dictature s'imposer aux Ivoiriens. Il ne sait pas. L'appel qu'il a lancé, saisissons-le, faites-en vraiment un cheval de bataille. Et pour lui, l'an 2020, à la suite de tout ce qu'il a décrit,
est tellement confligène que laisser Ouattara organiser ces élections en 2020, c'est détruire la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. Vive le PDCI et le FPI. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir.